bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et donc bienvenue pour un nouvel épisode donc des sélections comics de novembre. Donc trois mags à vous présenter cette fois-ci, donc que du DC. Je vais juste un petit peu améliorer la lumière, je reviens tout de suite. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Voilà, comme ça je vois beaucoup mieux. Et donc du coup, donc, comme j'ai dit, ouais, 3 mags d'ici. Donc, à savoir Superman Saga 11, Justice League Saga numéro 13 et Forever Evil numéro 6. Donc on commence avec Superman Saga qui contient donc du coup les épisodes 29 de Action Comics, 29 de Superman, 6 de Superman Wonder Woman, 8 de Batman Superman, 20 de World Finest et le numéro 1 de Secret Origins de Superman. Alors, que dire. Déjà, bah, pas grand chose à signaler. Si ce n'est que l'épisode le plus intéressant du mois est pour moi sans doute celui avec Superman et Wonder Woman qui se battent encore contre Zod et Faora. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, ce qui m'a fait tilt du moins, c'est que donc les personnages donc alors des scénaristes, ouais, dessinateur pardon qui s'appelle donc Tony S Daniel, qui a repris en fait les designs pour Zod et Faora. J'ai l'impression qu'il a repris les designs de Man of Steel en fait, et c'est pas plus mal parce que bah ils ont des designs assez stylés. Et que non, ça fait mouche, et non, c'est pas mal. J'avoue, c'est bien joué. Non, c'est plutôt cool. Et donc, le scénariste, de toute évidence, repris la personnalité bah, qu'ils avaient dans le film. Et si le premier round entre les quatre titans était déjà bien sympathique, là c'est énorme. Et le scénariste se lâche et c'est plutôt pas mal. Les deux héros bah, n'arrivent pas à venir à bout des Kryptoniens aussi facilement qu'ils aimeraient. C'est assez sympathique et non, j'adhère vraiment à ce titre et c'est vraiment très bon. On note aussi le début bah, du crossover entre Batman, Superman et la série World Finest, donc crossover qui est assez intéressant, donc du coup qui fait connaître donc Helena Wayne, donc alias Huntress, et Karen Starr, donc alias Power Girl, à leur mentor de la Terre 1, alors qu'elles viennent de la Terre 2. Donc c'est plutôt bon. Donc excusez-moi, Batman fait lui connaissance avec Huntress. Et Superman, lui, après, fera plus ample connaissance avec Power Girl. Comme on peut le voir sur une page où il lui apprend à maîtriser ses pouvoirs que je n'arrive pas à retrouver. Par contre, j'arrive à retrouver cette page où on les voit tous les deux. Voilà. Et non, et c'est plutôt sympathique. J'apprécie. Bah, c'est de lui faire plaisir à Batman, puisqu'il rencontre sa fille de la Terre 2 alors qu'il vient de perdre Damian, donc c'est plutôt cool. Donc non, belle réunion de famille au programme, et c'est assez bien scénarisé. Donc c'est pour Superman Batman, c'est Greg Pak au scénar et encore Jay Lee au dessin et à l'ancrage. Et pour World Finest, c'est Paul Levitz au scénar. Et il est avec un co-auteur, son co-auteur c'est Greg Pak, donc scénariste de Batman Superman. Et le dessin c'est R.B. Sylvia. Donc c'est plutôt cool, et puis je dois avouer que la couverture me fait assez plaisir. Batman Superman. Enfin, Batman et Power Girl. Donc non, c'est plutôt cool. Et l'histoire est assez bien amenée, je dois l'avouer. Je peux pas vous parler malheureusement de Superman parce que bah je l'ai pas lu. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Parce que c'est une série que je mets un peu de retrait, je dois l'avouer. Par contre, Action Comics, donc c'est encore Greg Pak, décidément il est partout. Et il fait assez bien avancer son arc avec le soldat fantôme, Phantom Soldier, et à ne pas confondre avec The Winter Soldier. Non, c'est un peu sympa, on en apprend un peu plus sur les motivations du perso. C'est pas super clair, mais bon, c'est plutôt sympa. Puis il y a une belle mise en perspective du personnage de Superman. C'est assez intéressant, et la création du soldat fantôme est plutôt cool, donc non rien à redire. Et en ce qui concerne Secret Origins, bah, c'est une relecture, en fait c'est tous les éléments qui ont été semés ici et là
depuis le début des New 52 pour Superman sont rassemblés dans un seul numéro. Donc bon, c'est... Ouais, c'est sympa, mais c'est sans plus, quoi. Voilà, voilà. On passe ensuite à Justice League Saga, numéro 13, qui lui contient les épisodes 28 de Justice League, 12 de Justice League of America, 28 de Suicide Squad, 28 de Flash, 28 de Green Arrow et 18 de Earth 2. Alors je dois avouer que l'épisode de Justice League de ce mois-ci m'a un peu laissé de marbre, je dois dire. Par contre, je félicite Urban pour nous mettre les couvertures un peu steampunk qui étaient présentes lors de la publication VO de ces numéros. En fait, c'est plus un épisode sur Cyborg et le créateur des Metal Men. Ouais, il y a les Metal Men qui... Enfin, on nous raconte un peu l'origine des Metal Men. Et c'est anecdotique. Voilà, moi je trouve qu'on peut qualifier ça de anecdotique. C'est sympa, mais c'est sans plus. On va dire ça comme ça. On passe ensuite à... Ah, j'ai oublié, on a un petit éditorial aussi sur les Metal Men, qui fait toujours plaisir pour ceux qui ne connaissent pas spécialement ces personnages. On passe ensuite à Justice League of America 12, scénarisé par Matt King et dessiné par Eddie Barrows, Tom Denerick et encore R.B. Silvia, qui nous montre toujours le Martian Manhunter et Stargirl en proie à des super vilains, notamment à Despero. Et c'est un combat entre Despero et le Martian Manhunter, et quid du reste de la Justice League, puisque tout le monde s'en fout. Hein. Et en gros, voilà, c'est ça, c'est Despero versus Martian Manhunter. C'est un combat de Injustice God Among Us, en fait. Hein. Voilà, en fait, c'est juste un combat, et bah, c'est bof, quoi. C'est très bof. On passe ensuite à Suicide Squad 28, donc scénarisé par Matt King et dessiné par Jason Master. Ça me fait toujours penser à James Master, l'acteur qui jouait Spike dans Buffy, je sais pas pourquoi. Et franchement, scénaristiquement parlant, c'est pas un truc de ouf. Mais ça me fait plaisir de voir Harley, Deadshot, Captain Boomerang, Power Girl, Steel, King Shark, Amazo et tous les autres œuvrer ensemble, si ce n'est que hein. Amanda Waller, apparemment tout le monde s'en fout aussi. Mais bon, c'est... Par contre, il arrive un truc plutôt cool par rapport à Deadshot. Donc, non, rien à redire, mais enfin, c'est un épisode de... C'est un épisode parmi tant d'autres, quoi. Il est commun, on va dire. On a ensuite The Flash. Flash 28, scénarisé par Brian Bacoletto et dessiné par Patrick Zicker. Ou, du coup, qui s'appelle Deadman Walking. Donc, comme qui nous montre faire intervenir le personnage de Deadman. Qui me flash dans une espèce de contexte surnaturel avec un esprit, Deadman qui vient assister Flash. J'avais trouvé ça plutôt sympa, c'est pas exceptionnel de ouf, mais ça se laisse faire avec plaisir. C'est marrant de voir Flash dans un univers surnaturel qui lui est pas spécialement dédié à la base, et il y a un cliff de fin qui fait son effet, on va dire ça comme ça. Toujours avec des couvertures steampunk très sympathiques. Surtout celle de Flash, que j'adore particulièrement. On passe ensuite à Green Arrow 28, scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Andrea Sorrentino. Et là, c'est une claque. C'est une claque parce que, suite au cliffhanger de l'épisode 27 que je ne peux pas révéler, c'est juste énorme. C'est juste énorme. La série, en fait, cette série, plus elle avance, plus elle te surprend. Et là, niveau révélation, ça se lâche. Retour d'un ancien ennemi de Green Arrow dont je ne peux pas en dire plus. Hein. Mais en fait, je peux pas trop en dire sur cette série parce que ça... Je trouve que ça spoil un petit peu l'épisode d'avant. Donc c'est... Enfin voilà quoi, c'est juste énorme. Je peux juste vous dire que les doubles pages claquent. Et le scénario, c'est Jeff Lemire. Là, il m'a transporté quoi. Donc rien à redire. On passe ensuite à Earth 2. Donc Earth 2, donc numéro 18. Comment... Enfin c'est Tyler, donc c'est scénarisé par... oui j'ai oublié de le dire, pardon, excusez-moi. C'est scénarisé par Tom Tyler et c'est dessiné par Nicolas Scott et la cover est juste monstrueuse.
Et non, franchement, c'est très très bon. Le rythme est assez soutenu dans les mois prochains. À partir de ce numéro, ça va introduire beaucoup de nouveaux personnages qui vont jouer un rôle très important. Si Tyler n'a pas amené le nouveau Batman de la Terre 2 dans la série, c'est parce que Robinson s'en était déjà chargé avant et qu'en fait Tom Tyler a succédé à Robin Tyler, enfin à Robinson. Et non, c'est vraiment bon et c'est lui qui, et en gros, donc Robin Tyler a laissé à son successeur la charge de développer le personnage et Batman va devenir très important dans les prochains mois pour ceux qui ont lu l'actualité VO et la révélation de son identité va arriver de manière assez rapide, donc je vous conseille de faire très attention aux prochains épisodes parce que ça va être très 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 bon et c'est un tout nouveau cast qui va être introduit dans la série et j'adore vraiment juste les dessins mais même l'histoire. Donc du coup Superman possédé par Darkseid qui revient sur Terre et Flash qui lui envoie un caillou dans la tronche et qui lui dit ouais je t'ai jeté une pierre dans la tête et alors ça te pose un problème? Normal qui s'embrouille avec Superman. Et non, j'adore, c'est vraiment très 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 bon. Et j'attends la suite avec grande impatience. Voilà, voilà. On passe au clou du spectacle. Donc du coup, le main event, si je peux m'exprimer ainsi. Puisqu'il s'agit de Forever Evil numéro 6 sur 7. Donc avant-dernier de numéro Forever Evil. Alors, est-ce que ce numéro de Forever Evil vaut... enfin, du moins mérite toute l'attente et toute la communication qu'il y a eu sur cet event? Est-ce que cet event vaut ce qu'il vaut? Eh bien, je pense qu'on le saura plus dans les prochains mois. Enfin, du moins le mois prochain. Avec déjà tout le... Ouh là, mon spot lumière se casse la gueule. Voilà, une petite minute. Hop là, voilà. C'est mieux. Du coup, avec un Nightwing en phase de posture sur la couverture. Euh, du coup, qu'est-ce que vaut cet event après 6 numéros? Et il en reste un dernier. Eh bien, pour parler franchement, c'est un event assez intéressant, mais je trouve qu'il est assez sous-exploité. Mais je ferai un avis général le mois prochain. Donc du coup, Forever Evil, scénarisé par Geoff Johns, dessiné par David Finch, et qui, bah, est, comme je dis, avant-dernier numéro, qui se termine de manière assez frustrante et crée vraiment l'envie de savoir ce qui se passe quoi après. Même si ça a été assez riche en rebondissements, Geoff Jones nous livre enfin l'identité du fameux personnage retenu en otage depuis le début de l'event. Il met aussi, enfin, il met plus ou moins fin à la captivité de Dick Grayson. On ne sait pas encore ce que Ullman comptait faire pour lui et la tension monte, 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 monte. Et je trouve que voilà quoi, ça monte que maintenant, c'est dommage parce que ça aurait pu monter avant et puis non, 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 ça n'a pas été fait. C'est juste que là, l'équipe de Luthor est au complet avec Batman et Catwoman en renfort et que ça pourrait être énorme, ça pourrait être encore plus énorme, mais c'est pas le cas et c'est dommage. Et c'est dommage, même si moult révélations sont faites, il se passe des trucs assez importants, il y a des rebondissements. Captain Code est juste énorme, mais voilà quoi, c'est tout. C'est tout. Ça va pas plus loin et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On passe ensuite à Forever Evil Argus numéro 5, donc scénarisé par Starling Gate et dessiné par Neil Edwards. Et on arrive enfin, on arrive enfin. On sent que c'est bientôt la fin de la grande épopée de Steve Trevor dans sa recherche de Wonder Woman. Après un début... Par contre, la planche sur Trevor, elle est magnifique. Magnifique. Après un début assez énorme, nous opposant Trevor à Deathstroke pour sauver le président, par contre, j'étais très surprise avec ce spin-off qui est plutôt assez agréable finalement. J'en attendais pas grand-chose. Et c'est assez énorme. Par contre, le cinquième numéro est assez décevant par rapport à ce qui nous est présenté au début, comme je dis quoi. Steve Trevor, pour résumer, Steve Trevor est maintenant en duo avec Killer Frost et ils traquent tous les deux Cheetah pour lui reprendre le lasso de Wonder Woman. Et le background est très mal géré. La relation entre Steve Trevor et Killer Frost est mal exploitée. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que c'était très bon. C'était très bon au début et graphiquement c'est bien, mais ça sauve pas tout quoi. Le visage de Cheetah est un peu moins bien
que ce qu'avait fait Ivan Reis sur le personnage, mais bon, Ivan Reis, on peut pas non plus, hein, Ivan Reis, c'est Ivan Reis, hein, tu peux pas non plus, voilà. Mais, enfin, ouais, moi je le trouve moins bien, personnellement, donc bof, c'est bof. Par contre, le coup du gorille en costard, ça m'a fait vraiment rigoler. Enfin bref. On passe ensuite à Forever Evil Rogue Rebellion, donc la rébellion des Rogues. Et le titre du mois, c'est le psychopathe le plus rapide du monde. Non, ça parle pas du professeur Zoom, hein, je vous rassure. Euh, c'est pas mal. Non, franchement, c'est sympathique. J'adore vraiment cette série. Enfin, c'est le tie-in qui me tentait le moins, parce que j'aime pas vraiment les rogues. Mais là, c'est plutôt pas mal. Du coup, les rogues se barrent de Gotham et reviennent à Central City, où ils ont été pris en otage par les membres du gang Royal Flush. Et ils vont ensuite, ils vont d'abord se foutre sur la gueule avant de s'en prendre au gang du Royal Flush, et ils vont ensuite en découdre avec Johnny Quick et Atomica. Et non, c'est plutôt sympathique, et le cliffhanger de fin laisse présager que du bon pour la suite. Hein, que du bon, mais c'est vraiment très sympathique, et du coup, le psychopathe le plus rapide du monde, c'est Johnny Quick. Hein, pour ceux qui s'en seraient pas doutés. Mais non, c'est vraiment une très bonne série, c'est sans doute l'un des meilleurs. Comparé à celui qui suit, Arkham War, donc scénarisé par Peter G. Tomasi et dessiné par Scott Hayton. Et Arkham War, Arkham War. Alors Arkham War, faut savoir qu'ils nous ont mis les deux épisodes, le 5 et le 6. Ils ont fini Arkham War. Alors je suis déçu, mais alors déçu de ce tie-in, c'est incroyable. Euh, Arkham War, c'est en fait c'est une blague ce spin-off, c'est une grosse blague. C'est vraiment décevant parce que j'apprécie vraiment l'idée de remettre les émissaires de la cour des hiboux, d'opposer une bataille entre Blackgate et Arkham. Enfin, c'est juste énorme quoi, mais c'est mal foutu, putain, c'est tellement mal foutu que ça en devient décevant. Là, la fin, c'est vraiment. Je trouve que c'est un backlash, la fin. La fin, c'est vraiment un backlash. C'est juste que t'as Bane qui est toujours dans son idée de se faire un cosplay de Batman, là. Si on voit bien. Et bof, enfin, l'épisode 5 est bof et c'est complètement what the fuck. Et puis alors l'épisode 6 c'est le dernier épisode de la série et vraiment heureusement que ça se termine maintenant. Merci parce que enfin, c'est un peu mieux, j'avoue que c'est un peu mieux depuis tout ce qu'on a depuis le début. Mais, euh, mais bon quoi, c'est en gros le pitch c'est que dans la fin de l'épisode 5 l'épouvantail infecte tous les mecs d'Arkham, donc à savoir il infecte qui ce con? Euh, Freeze, Clayface, Man-Bat, Croc, lui-même, Poison Ivy et je sais plus trop qui d'autre. Ah, et Black Mask avec du venin et en gros ils sont partis pour péter la gueule de Bane. Sauf que Bane, il a l'habitude qu'on lui vole ses armes et du coup il leur pète la gueule et il a la main mise sur Gotham. Waouh! Et c'est une grande baston stéréotisée. Et en gros, c'est un match de catch. Enfin, c'est un match de catch en fait. Et c'est une mini-série qui est mal fichue de bout en bout. Et c'est dommage. Et c'est très dommage parce que c'était vrai. Enfin, c'était énorme. Par contre, le costume de Bane à la fin, c'est un clin d'œil au film de Dark Knight Rises. C'est la dernière page que je vous ai montré. Et ça fait plaisir, mais sans plus, quoi. Voilà, voilà. Et on passe pour finir avec l'un des plus mauvais numéros du Villain Month, puisqu'il s'agit de Batman The Dark Knight 23.2 sur Mr. Freeze. Et en fait, en gros, ça reprend les bases de l'annual qui était publié en mars 2013, donc dans la nuit des hiboux, il me semble. Et en gros, c'est l'enfance de Mr. Freeze et c'est complètement con parce que ça a déjà été fait dans l'annual. Donc pourquoi tu refais un truc qui a déjà été fait? Et en gros, voilà, ça commence avant l'annual, ça se passe. Il y a un petit clin d'œil à l'annual. Et c'est mauvais, quoi. C'est très mauvais parce que, en gros, ça fait suite au à ce qui était paru dans Batman Saga 10 qui nous contait les origines de Mr. Freeze. Ça fait un peu suite et ça offre une espèce de conclusion et c'est dommage. Le seul vrai intérêt, c'est la confrontation avec le psy Arkham.
ça c'est pas mal. Mais bof, quoi, c'est très bof, et sachant que les origines du perso avaient déjà été exploitées, bah là c'est bof, voilà. C'est tout, quant à moi je vous dis à tout de suite pour une partie sur une critique donc, des séries télé, donc des épisodes 8 et 9 de Gotham, l'épisode 5 de Flash et épisode 4 et 3 de Constantine. J'en profite également pour vous dire qu'il y aura qu'il y aura une FAQ sur ma chaîne le 1er décembre, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir le 1er décembre. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et à tout de suite pour la critique sur les séries télé. Et salut à toutes et à tous, c'est Darvigilante et on se retrouve donc pour la critique des épisodes que je n'ai pas fait. Donc à savoir l'épisode 7 et 8 de Gotham, l'épisode 5 de The Flash et l'épisode 3 et 4 de la série Constantine. Alors, on commence avec l'épisode 7 de la série Gotham que j'ai trouvé assez énorme. Donc avec l'apparition d'un nouveau personnage du Bat-Verse, donc Victor Zsasz, pour ceux qui ne le savaient pas, qui est plutôt bien traité, plutôt bien mis en scène. C'est un épisode avec beaucoup d'action, beaucoup d'enjeux, des révélations assez importantes, et c'est un épisode très complet, et qui permet enfin à la série Gotham de se lancer, je dirais. Et c'est pas mal parce que ça nous montre enfin un Jim Gordon qui lutte contre la corruption à Gotham, donc qui est en gros ce qui est, j'ai envie de dire, l'essence même du personnage dans les comics quand il arrive dans Year One, hein. Et après quelques épisodes de bof, la série Gotham décide enfin de prendre le taureau par les cornes et de se lancer. Et c'est très agréable parce qu'on a enfin du coup le Jim Gordon qui est courageux, qui n'a plus peur de la perte de Gotham et qui a plus peur de ce qui pourrait lui arriver et qui agit enfin en héros et qui n'est plus qu'un simple flic honnête. C'est plutôt cool. Et donc aussi, à part Jim Gordon qui devient quelqu'un d'important, on a Oswald Cobblepot qui nous montre un petit peu l'étendue de ses ressources, dans des scènes qui le montrent comme quelqu'un qui est devenu très puissant, très dangereux à Gotham, et qui n'est plus qu'un simple minable qui se fait piétiner par les autres. Sa mère, elle me fera tout le temps rire à chaque fois que je la vois dans un épisode, elle me fera marrer, elle me fera marrer, sa mère, je sais pas pourquoi. Mais elle est très bizarre, la maman de ce pingouin. Et donc, non, c'est plutôt pas mal. En plus, il obtient son parapluie. What else? Ça symbolise, bah, je dirais, son nouveau statut qu'il obtient dans la série. Et ça lui donne un petit côté un petit peu plus noble, un petit peu plus sûr de lui, un petit peu plus, bah, pingouin, quoi. Et c'est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal. Et on aurait très bien pu appeler cet épisode La splendeur du pingouin, hein, au lieu du comics de merde qui est sorti il y a quelques temps. Enfin, qui est sorti l'année dernière, il me semble, ou l'année d'avant, je sais plus trop. Et c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Mais, vous vous doutez bien, il y a des points noirs. Et le gros point noir, c'est Barbara Gordon. Alors, outre le fait que l'actrice soit physiquement intelligente, ce qui veut dire au passage qu'elle est très jolie, elle est chiante. Elle est très chiante. Encore plus chiant, déjà elle était très chiante au début de la série lorsqu'elle harcelait Jim Gordon pour qu'il lui dise bah qu'est-ce qui le tracasse, tout ça, nanana. Ou les scènes complètement nulles qu'elle avait avec Montoya. Bah là, dans cet épisode, ça gâche carrément une bonne occasion pour Gordon de faire quelque chose avec de grosses conséquences sur Gotham. Et bon, alors certes, c'est normal qu'elle fasse ça parce que si tous les problèmes de la saison 1 étaient réglés à partir de l'épisode 7, la série serait très courte. Mais, mais, mais c'est chiant que ça soit à cause d'elle, quoi. C'est chiant, tout simplement. Ça frustre et pour moi, je trouve ça dommage. Et c'est dommage parce que c'était l'un des meilleurs épisodes de Gotham que j'avais vu. L'un des meilleurs. Donc bon, bah voilà, c'est dommage. On passe ensuite à l'épisode 8 de Gotham. Alors Gotham, c'est une pièce de monnaie en fait. Des fois c'est bien, des fois c'est naze. Là, bah, là, je sais pas trop quoi en penser en fait, parce que l'épisode de la... Bah, cette semaine, l'épisode, il commence plutôt bien, j'avoue. Mais, il part dans ses travers habituels, c'est-à-dire que, bah, on retombe dans les trucs de base depuis le début de la diffusion de la série, à savoir une histoire trop facile, avec un nom bien connu des comics, Sionis, petite référence. Je vous rassure, c'est pas Roman Sionis, c'est pas Black Mask, c'est encore autre chose.
Et voilà, et bof, 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 bof. Bon, heureusement, on a Oswald Cobblepot qui continue son train-train et qui sauve un peu la situation. Il y a des révélations sur Fish Money qui sauvent un petit peu l'épisode aussi. Harvey Bullock qui devient un flic un petit peu plus honnête, lui aussi, et qui secoue un petit peu les pourris du GCPD en faisant comprendre que bah Gordon c'est seul à se bouger le cul en fait. Et là aussi c'est pas mal. Mais ça se corse, puisqu'on retrouve une Barbara qui redevient chiante. Enfin, qui est chiante encore d'ailleurs, tout le temps. Par rapport aux épisodes de la semaine dernière, enfin à l'épisode de la semaine dernière et aux événements qui se sont passés dedans. Donc c'est bof, 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 bof. Là, je commence un peu à en avoir marre de cette actrice en fait, enfin de ce personnage. J'ai l'impression que ça pas trop quoi en faire, mais qu'ils voulaient le caser. Par contre, on a Nigma qui est très bon, qui a un peu plus d'importance et j'adore vraiment la façon dont il est traité. J'espère que ça sera encore plus mis en avant dans les autres épisodes parce qu'il devient franchement très bon. Euh, Même si c'est un peu téléphoné, je l'avoue. Par contre, j'ai beaucoup aussi aimé la relation, enfin le traitement entre la relation entre Bruce et Alfred. Là où on avait dans les épisodes précédents avoir un Bruce un peu trop Batmanisé, bah là c'est un Bruce Wayne enfant enfin ado, qui découvre les filles, qui se fait un petit peu embêter par les brutes de l'école, et c'est qui a des doutes, des faiblesses, et c'est très bon et c'est très bien mis en scène. D'ailleurs, c'est même l'occasion pour les producteurs de nous mettre enfin pour les scénaristes du moins, de nous mettre une petite référence à Thomas Elliott, ennemi bien récurrent enfin, ennemi bien récurrent connu des fans de Batman, hein. Et c'est très bon. Et franchement, c'est appréciable et c'est un épisode qui finalement divertit, même s'il y a certains points qui sont mauvais. On passe ensuite à The Flash, et je sais que je me répète à chaque fois que je fais une critique sur The Flash, mais The Flash c'est énorme. C'est de la grosse bombe cette série. Malgré certains problèmes, dont je reparlerai plus tard, je prends vraiment un réel plaisir chaque semaine à découvrir le nouvel épisode de The Flash, et encore plus depuis l'épisode 4 qui est juste énorme. L'épisode 4 c'est celui qui m'a marqué perso, et ici l'histoire est très bien travaillée, les personnages principaux aussi, et il y a toujours une touche de... Il y a toujours des mystères les concernant, et c'est dévoilé au fur et à mesure de la série, c'est énorme. Après, on a des personnages de comics, notamment le général Elling ou Bête sans souci, alias Plastique. Euh, c'est bon, ils sont bien écrits, hein, ils sont plutôt bien mis en scène, même s'ils sont par moments assez plats. C'est quand même la méta humaine, enfin, c'est un peu la méta humaine principale de l'épisode, et je la trouve un petit peu mis de côté. Par contre, là, Là, il y a un point noir. C'est Iris West et la relation qu'elle a avec ce qu'ils appellent The Strike, donc la tâche. Tu sens le côté flou, le flou dans Smallville avec Lois Lane et Superman. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et ça, c'est agaçant. Ça, c'est agaçant. Bon, je vous le conçois, ça allait beaucoup moins que dans Smallville. Barry fait beaucoup d'allers-retours assez convaincants, enfin, du moins pour convaincre Iris d'arrêter d'écrire sur son blog et qu'elle arrête d'écrire sur Flash. Bah, c'est une journaliste et elle est têtue, et donc ça a une petite conséquence sur la relation entre Iris et Barry. Du coup, au lieu de développer l'histoire concernant Plastique et l'aspect militaire de l'épisode, et ben c'est un peu plus, ça se base un peu plus sur justement ce fait-là, sur le fait que Barry essaye de convaincre Iris de ne pas écrire sur Flash. Et j'avais un peu peur que ça parte dans ce sens, mais je vous le rassure, c'est pas trop, c'est pas ça. Par contre, un autre point que j'adore vraiment, enfin c'est énorme à chaque épisode, je regarde chaque épisode surtout pour ce personnage-là, c'est le docteur Harrison Wells, qui, par ses histoires, par sa personnalité, est juste énorme. Et j'aime beaucoup ce personnage. Et le caméo de fin, il est juste énorme, quoi. Ça annonce que du bon pour le reste de la série. Et justement, cette scène à la fin, donc avec ce personnage-là, elle est énorme. Et c'est juste monstrueux. Et franchement, j'attends vraiment la suite de cette série parce que chaque semaine, c'est juste énorme, quoi. Chaque semaine, c'est juste mieux.
On passe à la série que j'adore, donc Constantine. Cette fois-ci qui m'a surpris, je dois l'avouer, puisque je me rappelle au début, donc quand je regardais les annonces tous les jours sur cette série, on m'avait annoncé des monstres extrêmement terrifiants. Bah là, c'est un objet, étonnamment, un objet possédé. Et alors, je vous rassure, c'est pas une poupée, hein. Mais c'est bizarre, quoi. C'est pas mal, mais ouais, c'était bien mis en scène. Je dois avouer, c'était plutôt bien mis en scène. Et la relation entre John et Z est assez intéressante, et notamment parce qu'elle se... Bah parce que c'est pas une relation bateau quoi, entre un homme et une femme comme on a pu voir dans Smallville, dans Arrow, etc. C'est juste énorme parce qu'en plus Z a son petit caractère, donc elle ne se contente pas de suivre Constantine aveuglément. Elle le rappelle souvent à l'ordre, et c'est pour cette raison que d'avoir un univers propre, c'est pas plus mal, mais il faut le développer. Encore, faut le développer et de savoir bah, déjà à l'avance que qu'à la fin, bah, enfin, c'est bizarre, c'est très bizarre. Je vais arrêter parce que sinon ça spoil. Mais l'épisode est vraiment pas mal, notamment grâce à l'intervention de deux personnages, donc l'ange incarné par l'acteur Harold Perrineau, qui donc s'appelle Manny dans la série, qui vient un peu rappeler le contexte ambiant de cette série. Et puis, et puis, enfin, on a l'apparition d'un autre personnage d'un comics, Papa Midnight. Et je l'attendais ce personnage, l'ennemi de Constantine, magicien vaudou, très charismatique, porte un réel intérêt dans cet épisode. Et, euh, et c'est pas un simple vilain récurrent, et c'est très très bon, c'est très très bon. Bon, j'avoue, tout n'est pas parfait, il y a des trucs un peu gênants. Genre la scène au début, Constantine apprend son sort, elle est très ridicule, cette scène, elle m'a fait beaucoup rire. Mais dans l'ensemble, c'est très sympathique, c'est très agréable. Cette série est assez sympa, j'accroche vraiment à la prestation de Matt Ryan qui, pour moi, a le rôle de Constantine. Et je vous assure qu'en fin de semaine, cette série passe très très bien. C'est à mon plaisir de fin de semaine. Et on passe à l'épisode 4, qui n'a pas un récit très original, mais qui a le mérite d'avoir une menace très sympathique. Alors, je vous fais le speech. En gros, c'est un ancien ami de Constantine de l'époque de Newcastle qui vient vers John pour en gros l'aider parce que en fait c'est un ami donc qui revient d'Afrique avec un démon enfermé dans une bouteille. Les douanes américaines, sans faire exprès, brisent la bouteille, le démon est donc libéré, et le démon, en fait, c'est un nuage de cafards, ou de scarabées, je sais pas trop, et en fait, il rentre dans les gens, et il les dévore de l'intérieur, il les pousse à manger jusqu'à qu'ils meurent, et ensuite il passe dans un autre hôte, etc., etc., etc. Et donc c'est ça, en gros, et John va essayer de le remettre dans sa bouteille. Donc c'est sympa, mais du moins l'ajout de ce personnage, donc l'ami de John, offre une dynamique assez intéressante avec des scènes avec pas mal d'intérêt et les dialogues enfin les interactions du coup entre Z et John sont très sympathiques franchement j'adore, c'est vraiment très bon. Enfin du moins j'adore la relation entre les deux, c'est plutôt sympathique. Euh, alors là, au niveau de la réalisation, on sent qu'il y a une envie de la part des producteurs et une motivation de faire beaucoup mieux que dans les autres épisodes. Enfin, les décors sont très réussis. euh, Pas besoin d'insister sur la performance de Matt Ryan qui est toujours aussi parfaite en Constantine, je le trouve toujours aussi énorme. Mais bon, il y a toujours quelques manques, enfin, il manque un truc, parce que on a l'impression qu'en fait la série se retient de montrer tout le potentiel qu'elle peut avoir d'une véritable série d'horreur. En fait, c'est dommage, j'ai l'impression que la série s'auto-censure elle-même, et donc n'explore pas tout son potentiel, et c'est vraiment dommage parce que bah, l'univers de Hellblazer, on peut faire des choses très très bonnes dans le contexte d'une série d'horreur à la Supernatural, en fait, voilà. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais sinon, les acteurs sont bons, mais pas très très. Ils sont trop peu nombreux. On a que les acteurs récurrents, c'est John, Z, l'ange et Chaz. Chaz d'ailleurs qui n'est même pas présent dans cet épisode. Et bon voilà,
c'est un petit peu bof, mais par contre, c'est un Freak of the Week, donc comme chaque épisode de Constantine, mais c'est un Freak of the Week très bon. Donc, j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais j'attends vraiment le prochain épisode parce que, donc, du coup, retour de Papa Midnight. Mais bon, voilà, autrement, l'épisode est très bon, le rythme est très bien mené, l'ambiance est assez sombre et noire comme on l'attend d'un truc de Constantine. Non, autrement, voilà, c'est pas mal. Ça nous offre une série sympathique sur l'exorcisme, l'occulte et les ténèbres. Et c'est très bon, mais j'attends vraiment que la série exploite un peu plus l'univers des comics, avec des personnages comme Zatanna, le Deadman, Swamp Thing, la Justice League Dark, etc. Je sais que l'homologue civil du Spectre, donc l'inspecteur Corrigan, devrait apparaître dans la série, mais bon, voilà. Par contre, petite anecdote avant de finir, c'est que le personnage de Constantine, donc du coup dans la série, il a pas le droit de fumer, mais les drogues, c'est autorisé dans la série. Là, l'épisode 4, ils se font plaisir niveau drogue. Bon, j'avoue, c'est un aspect un peu plus chamanique et rituel, et tout ce qui est mysticisme, tout ça, avec un rite ancestral. Mais bon, et puis ça fait un petit hommage au passé un petit peu de drogue addict de John Constantine dans les comics, et c'est pas plus mal. Donc voilà, voilà. C'est tout pour la critique de série télé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!